Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition de 24h Sénat. Voici les titres. Un an après sa nomination à Matignon, Manuel Valls maintient le cap. Le Premier ministre entend rester à son poste pour mener à bien ses réformes, sans toutefois réorienter sa politique à gauche et sans fermer la porte aux écologistes. Au Sénat, les départementales ont laissé des traces. À gauche, certains sénateurs PS ont mis en cause le bilan de François Hollande, responsable selon eux de la défaite du Parti socialiste. Tandis qu'à droite, le groupe UMP s'est réjoui en présence de Nicolas Sarkozy de sa victoire. On en parlera avec nos invités ce soir, Didier Guillaume et Bruno Retailleau. À une semaine de l'examen en séance de la loi Macron, nous reviendrons sur les modifications souhaitées par la Haute Assemblée, à commencer par le travail du dimanche, un point sur lequel le gouvernement pourrait rejoindre les suggestions des sénateurs. Il y a tout juste un an après la déroute des socialistes au municipal, Manuel Valls était nommé Premier ministre. La débâcle au départemental dimanche ne fera pas changer sa trajectoire. Le locataire de Matignon estime avoir le soutien des Français pour poursuivre les réformes. Reste à convaincre son propre camp, Jérôme Rabier. Pour fêter sa première année à la tête du gouvernement, Manuel Valls s'est offert une journée chargée. Interview matinale post-défaite électorale et pour lui souhaiter un bon anniversaire, on lui demande s'il ne devrait pas quitter Matignon. Ce n'est pas ce que les Français attendent et me demandent. Ils me demandent de rester au poste, de les écouter et de continuer l'action pour l'emploi. Parler emploi pour se projeter plutôt que de ressasser la défaite de dimanche. Mais Manuel Valls a aussi une majorité à gérer. Direction le groupe socialiste à l'Assemblée pour éviter que les frondeurs ne prennent trop d'importance, avec un mot-clé relayé par Claude Bartolone. Il y a une nécessité, je me répète, d'un rassemblement des socialistes. Et pour rassembler, quoi de mieux que de s'adresser aux autres forces de gauche, dont les écologistes, pour tenter de les rallier à la cause gouvernementale. Ce fut le cas aux questions d'actualité. La place des écologistes, elle est dans la majorité, et j'ai déjà eu l'occasion de le dire, elle est pleinement au gouvernement, c'était le cas il y a un an. Et pourquoi pas en profiter pour tacler la droite qui, elle aussi, se pose la question de son maintien à la tête du gouvernement. Le résultat de dimanche, monsieur le Premier ministre, c'est votre échec. C'est vous qui avez hystérisé la campagne. Je vais vous rassurer, je reste et j'assume pleinement mes responsabilités. Et c'est ainsi, monsieur Jacob, si vous voulez un vrai débat pour les Français, si nous voulons sortir de cette crise politique, que traduit aussi le nouveau paysage politique et l'abstention, vous devez vous découvrir, présenter un vrai projet aux Français. Avec en ligne de mire les élections régionales de décembre prochain, en cas de nouvelle débâcle électorale, pas sûr que Manuel Valls pourrait fêter son 2e anniversaire à Matignon. Et à noter que Martine Aubry, la maire de Lille, réunit en ce moment même à l'Assemblée nationale les présidents de région à quelques semaines du congrès du Parti socialiste à Poitiers. Comment rassembler la gauche? Le défi est de taille pour le Premier ministre qui ne ferme pas la porte aux écologistes. Voyez ces réactions recueillies au Sénat ce matin par Pauline Dame. Il faut recréer de la dynamique, donc il faut un nouvel accord politique. L'accord politique, c'est pas uniquement la position du Premier ministre, c'est bien que chacun fait un pas vers l'autre. Donc moi je trouve que les choses bougent, je pense qu'elles vont continuer de bouger dans les prochains jours, mais on redit, nous, à Manuel Valls, que effectivement, s'il n'intègre pas un certain nombre de questions écologiques de manière beaucoup plus forte, s'il n'entend pas nos propositions, il n'y aura pas d'accord. C'est un processus où les uns et les autres doivent converger. Il faut redéfinir quelle serait la politique économique et sociale, surtout quels seraient les points écologistes environnementaux qui seraient pris en compte, et puis quelques points institutionnels. Et là, on pourrait construire un pacte, et à ce niveau-là, rien n'est interdit, tout est possible. Et la volonté pour les écologistes, c'est effectivement de revenir au gouvernement, mais sur des bases claires, qu'il n'y ait pas des disputes et des divergences toutes les 5 minutes. Et Marine Le Pen, la présidente du Front National, était l'invitée de Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat. Et elle a réagi à cette annonce de la gauche qui ne présentera pas de candidat socialiste à la présidence du département du Vaucluse. On l'écoute.
L'UMPS, regardez comme ils sont beaux. Regardez, pour permettre l'élection de l'UMP, le Parti Socialiste ne va pas présenter de candidat. Mais j'attends de voir quelle sera la contrepartie de ce retrait du Parti Socialiste au bénéfice de l'UMP. Il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite depuis bien longtemps. Et vous changeriez les étiquettes des gens qui ont été élus, vous n'y verriez que du feu. Preuve par 3, émission à revoir dans son intégralité ce soir sur notre antenne à partir de 22h45. Au Sénat, 2 jours après la défaite, l'heure est au bilan au sein du groupe PS. Beaucoup de sénateurs candidats à ces élections ont été battus. Certains considèrent avoir été victimes du rejet de la politique gouvernementale. Paul Bouffard avec Géraldine Bavoileau. On discute beaucoup ce matin chez les socialistes. Les mines sont fermées, la défaite est dans les esprits. Pour beaucoup, un résultat injuste. Le travail départemental s'est retrouvé à l'ombre du bilan national. On avait déjà subi un premier accroc avec des municipales difficiles, donc maintenant on a la perte des conseils généraux et je crois que ça doit nous interroger parce qu'on sait bien que quand on se met dans des perspectives nationales, on ne gagne une présidentielle que quand on a un ancrage local fort. Un parti socialiste affaibli dans son maillage local. Il retrouve l'ancrage qu'il a connu il y a 20 ans. Un parti socialiste en perte de vocation aussi. Gaëtan Gors déplore que 45% du vote des employés, des ouvriers, soit allé à l'extrême droite. Je me dis mais quelle est notre vocation? La vocation de la gauche est de représenter les plus modestes, les plus humbles, les plus fragiles, c'est de défendre les gens simples. Ceux-là sont en désaccord avec cette politique, on les laisse à l'extrême droite. Est-ce que ça a une logique pour un socialiste? Donc un parti socialiste peut continuer à exister sans plus avoir une vraie vocation de socialiste. Ça c'est une possibilité qui peut arriver, celle que je redoute d'ailleurs. Et pourtant, pour le ministre Le Guen, on attend la reprise. Et d'ici là... Personne ne comprendrait qu'il y ait à la fois une politique qui fasse des zigzags et surtout pourquoi changer au moment où, nous le savons, un certain nombre d'indicateurs économiques sont aujourd'hui plutôt positifs. Et certes, les résultats concrets en termes d'emploi notamment ne sont pas encore perceptibles par nos compatriotes, mais nous le savons, ces éléments vont apparaître dans les semaines et les mois qui viennent. Une fébrilité socialiste qu'il faudra guérir, peut-être par l'union, avant le 5 juin, date du congrès du parti. Et pendant ce temps, au groupe UMP, les sénateurs ont savouré leur victoire en présence de Nicolas Sarkozy, l'ancien président qui met ses troupes en ordre de marche pour l'alternance. Cécile Sixou. Des embrassades, des félicitations. Ce matin, au groupe UMP, les sénateurs sont tous sourires. 2 jours après la vague bleue des départementales où l'alliance UMP-UDI a obtenu 67 départements, soit 27 départements supplémentaires, les sénateurs UMP sont satisfaits. Cette victoire a été celle de l'union de la droite et du centre. Ça a été un grand rassemblement de la famille politique. Donc on a montré quelques satisfactions. Cette victoire nous permet aujourd'hui d'apporter notre projet au territoire. Et ça s'inscrit dans une des responsabilités du Sénat, représenter ces collectivités territoriales. Et pour la 2e semaine consécutive, Nicolas Sarkozy était présent, une nouvelle fois applaudi. Il y a encore quelques mois pourtant, l'accueil du président de l'UMP au Sénat était mitigé. Mais grâce à cette nouvelle victoire électorale et sa stratégie d'alliance avec le centre, il sort renforcé. Il reviendra souvent. Je ne sais pas s'ils sont devenus sarkozystes, mais en tout cas, je crois que beaucoup plus nombreux sont les sénateurs qui comprennent la stratégie et qui, devant la poussée du Front National, se disent Nicolas Sarkozy est probablement le meilleur rempart, la meilleure digue. Il a droit à effectivement notre reconnaissance. D'ailleurs, si nous avions perdu, on aurait dit que ça aurait été de sa faute. Alors c'est bien parce que nous avons gagné. L'intéressé, lui, n'a pas voulu faire de déclaration. Non. Pourtant, il pense déjà à l'alternance pour les régionales et même après. À une semaine de l'arrivée en séance du projet de loi Macron, le Sénat a présenté ce matin à la presse sa version profondément amendée du texte. Pour en parler, notre invité ce soir, Bruno Retailleau, bonsoir, président du groupe UMP ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Alors on sait que le Sénat va examiner un texte profondément modifié, amendé par les sénateurs et notamment en ce qui concerne le repos dominical. On sait que les débats à l'Assemblée nationale s'étaient beaucoup cristallisés sur cette question. Quelle est la position du Sénat ?
C'est une toute petite chose par rapport à un texte qui fait plus de 200 articles. Ce que je veux simplement dire, ça intéresse les gens. Ce que je veux simplement dire, c'est que la position du Sénat et de la majorité sénatoriale, UMP et UDI, sera extrêmement claire. Nous ne serons ni dans la déconstruction, ni dans la provocation. Nous voulons essayer de faire que ce texte devienne un vrai texte pour la croissance et pour l'emploi. Il y a une double urgence. Une urgence économique. Il y a toujours plus de chômage, toujours plus d'endettement. Il y a des facteurs qui sont favorables pourtant, avec la politique notamment de l'euro faible, avec les intérêts qui sont bas, avec le pétrole qui est peu cher. Il faut profiter de ce moment pour faire des réformes profondes. L'urgence politique aussi, on l'a vu avec le signal qui a été adressé par les électeurs. Eh bien, nous pensons que la loi Macron, pour le moment, est une mesurette. C'est une loi qui est cosmétique. D'ailleurs, la preuve, Emmanuel Macron de lui-même le reconnaît, puisqu'il annonce sera présentée une loi Macron avant 2. l'été. Eh bien, on est dans l'urgence. Il n'y a pas de temps à perdre. Trop de Français souffrent. Et je pense qu'on peut, dans cette loi, avoir à la fois un regard positif sur un certain nombre de points, mais c'est absolument insuffisant. On est dans Est-ce que le Sénat est prêt à jouer son rôle d'opposition constructive? C'est ce qu'avait souhaité Gérard Larcher, allons le notamment faire. sur ce texte. Nous allons écarter des mesures qui sont de mauvaises mesures pour l'économie française, pour les Français. Lesquelles, par exemple? Par exemple, il y a énormément de points qui doivent être écartés. Nous allons les écarter. Notamment, je pense à l'emploi, je pense à un certain nombre de rigidités et surtout des points qu'il faudra ajouter. Et 35 heures, par exemple, vous entendez revenir sur cette question? Nous allons prendre Emmanuel Macron au mot. Il y a quelques mois, il a déclaré qu'il faut assouplir les 35 heures. D'ailleurs, Manuel Valls, pendant les primaires, l'avait aussi déclaré. Eh bien, je pense qu'il faut aujourd'hui faire des vraies propositions sur des accords défensifs qu'il faut assouplir, sur des accords enfin offensifs. Les seuils qui bloquent beaucoup trop les PME. Comment est-ce qu'une PME qui a, en passant de 49 salariés à 50 salariés, c'est 35 contraintes administratives qui lui tombent sur les épaules? Ça n'est pas normal. Et donc en France, il y a beaucoup plus d'entreprises de moins de 50 salariés à cause de ces seuils. Ça, vous entendez en parler dès la loi Macron? Vous pensez qu'il y aura une loi sur le dialogue social? L'apprentissage aussi, mais on n'a pas le temps. Le dialogue, bien sûr, je suis favorable au dialogue social, mais quand le dialogue social ne débouche pas, quand la démocratie sociale a parlé, il faut que ensuite la démocratie politique puisse trancher. Et on en est là. Cette loi, on veut en faire vraiment un texte pour la croissance, ce qu'il n'est pas aujourd'hui. Et encore une fois, si Emmanuel Macron veut une loi Macron 2, c'est bien qu'il y a des insuffisances. Le rôle du Sénat, ça ne sera pas faire de la politique politicienne, ce sera d'essayer de répondre à l'attente des Français. Justement, si vous ne faites pas de politique politicienne, est-ce qu'il y aura peut-être un accord sur certains points entre le gouvernement et la majorité sénatoriale? Écoutez, moi je le souhaite. Vous me parliez du travail de dimanche. Justement. Je pense que sur un certain nombre de points qui concernent des choses très concrètes, il peut y avoir des accords simplement sur le travail du dimanche. Moi, c'est une position personnelle. J'ai toujours pensé que le problème en France, c'était pas que les Français ne travaillaient pas le dimanche, c'est qu'il y avait beaucoup trop de Français qui ne travaillaient pas du lundi au vendredi à cause du chômage. Voilà. Merci Bruno Retailleau. Vous restez avec nous puisqu'on va débattre d'un autre sujet, des enjeux, des résultats de ces élections départementales et des 1 an de Manuel Valls à Matignon dans un instant avec Didier Guillaume. Autre sujet qui vous intéresse également, le MEDEF réussira-t-il à faire passer sa réforme du contrat de travail? L'organisation patronale plaide pour un assouplissement des règles, mais pas question de toucher au CDI, réplique Manuel Valls. Les explications de Louis Sibyl. La refonte du contrat de travail, un serpent de mer qui refait surface. Après la débâcle électorale de dimanche, le Premier ministre veut donner des gages aux petites entreprises. Pour les aider à embaucher, l'idée d'un nouveau contrat plus flexible fait son chemin, avant de préciser ce matin: la remise en cause du CDI n'est pas dans les projets du gouvernement. Car ce serait donner un gage au MEDEF. Le patron des patrons, Pierre Gattaz, milite justement pour un nouveau type de CDI qui faciliterait le licenciement. Le CDI n'est pas sécurisé. Il faut le sécuriser en mettant des motifs réels et sérieux de licenciement, c'est-à-dire baisse du chiffre d'affaires, baisse de la trésorerie, baisse du résultat d'exploitation, qui permettrait en effet à un patron, et notamment je pense beaucoup aux petits patrons TPE-PME, eh bien, de pouvoir s'ajuster, s'adapter s'il y a un revers de marché, s'il y a une technologie nouvelle. Sous Nicolas Sarkozy, l'idée est déjà lancée, mais se confronte au refus des syndicats. Quelques années plus tard, c'est toujours non.
Les employeurs ont peur d'embaucher, donc il faut licencier plus facilement. Il y a un léger paradoxe quand même. Je ne suis pas sûr que c'est en privilégiant la précarisation du contrat de travail qu'on va permettre d'embaucher plus de salariés. Ou alors, c'est un vrai débat de société. C'est quelle société on veut? Jusqu'où on est prêt à aller sur la précarisation de l'emploi pour qu'effectivement on ait un chômage à 5%. Dialogue social oblige, l'exécutif a rappelé que toute réforme du marché du travail sera discutée avec les partenaires sociaux. Prochain rendez-vous en juin. Mauvaise nouvelle sur le front de l'emploi. La justice a placé en liquidation judiciaire le transporteur Maury Global, anciennement Maury Ducrot. Plus de 2000 salariés devraient bientôt être licenciés pour motifs économiques. L'activité du groupe va toutefois se poursuivre jusqu'au 30 avril prochain. Le Sénat a adopté dans la nuit la proposition de loi sur la prostitution. Les sénateurs ont supprimé la pénalisation des clients et rétabli le délit de racolage. Marisol Touraine, ministre de la Santé, entend revenir sur ce vote. Le Parti socialiste qualifie de régression scandaleuse la position du Sénat. 24h Sénat, tout de suite le débat. Et on ouvre le débat de ce 24h Sénat avec nos invités ce soir. Bruno Retailleau, bonsoir, président du groupe UMP, merci d'être avec nous. Face à vous, Didier Guillaume, bonsoir, président du groupe socialiste ici au Sénat. Merci d'être avec nous. Alors on va parler de ces résultats des élections départementales, mais aussi des 1 an de Manuel Valls à Matignon et de la suite du quinquennat qui s'annonce difficile pour l'exécutif. Didier Guillaume, Manuel Valls dit avoir le soutien des Français pour continuer ces réformes malgré la défaite. Quelle est votre réaction? Est-ce que c'est la bonne stratégie? Vous avez vu un quinquennat qui ne s'annonçait pas difficile, une fin de quinquennat qui ne s'annonçait pas difficile? Non, le précédent comme celui-ci. Aujourd'hui, le Premier ministre dit qu'il a le soutien d'une majorité des Français, parce qu'il y a une majorité de Français qui veut qu'il y ait des réformes, qui souhaite que le pays se modernise. On n'a pas eu cette impression au regard des résultats. Non, mais ça c'est de la politique politicienne. Des élections il y a la volonté de faire des réformes. Après dimanche, qu'est-ce qui s'est passé? L'exécutif et la gauche ont été sanctionnés lourdement, parce que les Français n'ont pas le sentiment que ces réformes ont des effets immédiats et qu'il y a encore beaucoup trop de Français qui souffrent. Donc ça, c'est une réalité, donc nous ne contestons pas cela. Mais nous voulons continuer. Continuer dans cette direction au moment où il y a des indicateurs qui s'améliorent un peu. Certes, le chômage continue à augmenter, moins peut-être qu'avant, mais il continue à augmenter, même si sur les 2 premiers mois de l'année, il y a un peu une baisse, ne chipotons pas. Il faut tenir le langage de la vérité. Vous savez, quand il y a 50% de Français qui se mettent en dehors du champ démocratique, et quand ceux qui votent, il y en a 25% qui votent pour l'extrême droite, ça veut dire qu'il y a 60% de Français qui ne sont pas dans une citoyenneté active. Et là, il faut vraiment se poser les vraies questions. Alors, l'opposition est là pour s'opposer, la majorité est là pour défendre le bilan, sauf qu'on s'aperçoit que l'opposition s'oppose fortement, parfois d'ailleurs avec talent, mais ne propose pas d'alternative, et que la majorité, ne défend pas assez le gouvernement, puisqu'à l'intérieur même de la majorité, il y a un certain nombre de difficultés. C'est ça qu'il faut régler. Sur ce problème de rassemblement à l'intérieur de la gauche. Bruno Retailleau, effectivement, beaucoup de choses dans ce que vient de dire Didier Guillaume, aussi sur cette crise du politique. Les symptômes sont là, l'abstention, le score élevé du Front National. Qui est responsable? J'ai entendu la consigne de Didier Guillaume pour l'opposition qui s'oppose, donc je vais essayer de le suivre et de Il y avait 2 choses. Ce que je veux dire simplement, c'est que j'ai entendu avec stupéfaction la phrase chez un de vos collègues ce matin du Premier ministre en indiquant que le message qu'il a entendu des Français, c'était leur souhait qu'ils restent à Matignon. Stupéfaction. Il n'a pas dit ça. Stupeur. Non, il n'a pas dit ça. C'est ce qu'il a dit. Malheureusement, c'est ce qu'il a dit. Il a estimé quand même qu'il avait le soutien des Français. Résumons la situation. Dimanche, pratiquement un Français sur 2 ne s'est pas déplacé. 3 Français sur 4 ont sanctionné la politique du gouvernement et du président de la République. Et enfin, des départements symboliques, le sien, l'Essonne, la Corrèze pour François Hollande, ont basculé à droite. Je crois que le message, il est clair. Je pense que, bien sûr, on traverse une crise. Cette crise, elle nous concerne tous, parce que c'est la crise des Français. C'est la crise de la politique, il y a beaucoup de Français qui souffrent. Je ne dis pas, moi, que les choses sont simples. Simplement, je pense qu'il faut tirer les leçons de l'échec. On ne peut pas faire comme Manuel Valls et nationaliser les élections et ne pas vouloir entendre le message des Français. Ou alors, simplement, j'ai vu votre reportage tout à l'heure avec les interviews des écologistes qui ont fait quoi? Moins de 2%. Le seul message, la seule réponse à ces élections, ce serait encore quoi?
ça serait simplement une sorte de marchandage politicien pour faire rentrer peut-être un ou deux écologistes au gouvernement. Non, il faut des vraies réformes. Ouais. Et encore une fois, on parlait de la réforme d'Emmanuel Macron, qui est, à mon avis, une non-réforme. Il faut vraiment engager enfin la France, comme ont fait d'ailleurs nos partenaires, y compris des pays européens qui sont dirigés par des sociodémocrates. Didier Guillaume, est-ce que la réponse du gouvernement, effectivement, c'est de faire rentrer les écologistes? Non mais attendez, là encore, je suis désolé. Oui, mais c'est pas ça le sujet. On constate ensemble que la gauche a perdu les élections. Mais enfin, en 2011, la raclée, c'est la droite qui l'avait pris. Et en 2008, c'est la droite qui l'avait pris. Et en 2010, c'est la droite qui l'avait pris. Et d'ailleurs, je constate qu'en 2 élections départementales précédentes, la droite a perdu autant de départements que nous, on en a perdu 7 fois. C'est une réalité chiffrée. Oui, mais c'est pas là le sujet. C'est une perte historique. C'est exactement comme ça. C'est quand même une perte historique. C'est le Parti socialiste qui est en train de perdre les élections. Je ne fais pas de langue de bois et je ne fais pas de la vieille politique. Je ne dis pas que Bruno Retailleau en fait. Voilà. Le parti qui est au pouvoir souffre. Les 2 derniers scrutins départementaux, c'était par moitié sous Nicolas Sarkozy, la droite a perdu autant de départements que nous en une seule fois. Comme c'est en une seule fois, c'est beaucoup plus fort. Manuel Valls a voulu, non pas nationaliser, mais politiser le scrutin. Pourquoi? Et il a bien fait. Parce qu'il y a moins d'abstention dans les départementales de 2015 que dans les départementales de 2011. 3% de plus. On s'en contente pas, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Et l'objectif... Pourtant, certains élus socialistes déplorent justement cette stratégie de nationalisation du scrutin. Ils estiment qu'on n'a pas assez parlé de leur action au niveau local et qu'ils sont sanctionnés justement par rapport au bilan de François Hollande. Une élection, pour la première fois dans l'histoire de la République française, où tous les départements sont concernés, c'était une petite législative. Et moi, je le prends comme tel. Et nous avons perdu une petite législative. On doit donc en tirer des enseignements pour la présidentielle, la grande législative, la vraie législative qui suivra. Donc Manuel Valls n'a pas dit « je reste au gouvernement et je ne change rien ». Manuel Valls a simplement dit « les Français ont besoin de réformes, nous voulons les mener ». Et en même temps, nous avons entendu, il a proposé cet après-midi un pacte de gouvernement. C'est pas pour faire entrer, c'est pas pour faire entrer 2 écologistes. C'est pour essayer d'élargir la majorité, parce qu'on sait très bien que qui que ce soit qui gouverne, il y a besoin de majorité stable. Bruno Retailleau. Non, je pense que ce pacte, c'est un pacte politicien. Il n'y a pas de réponse, malheureusement. Où sont les réformes? Où sont les réformes? La transition énergétique. Elle est faite. Encore une fois, vous savez bien, c'est un troc avec les écologistes. Le travail d'Emmanuel Macron, encore une fois, une illusion de réforme. Il faut, je crois, revenir aux fondamentaux. Ce que nous demandent les Français, et pourquoi est-ce que le vote du Front National, nous l'avons constaté en milieu rural ou dans le milieu périurbain, est si fort, c'est tout simplement... Peut-être que nous, par le passé, on n'a pas été assez bons, mais ce que je sais aujourd'hui, c'est que la gauche est très mauvaise et qu'il faut apporter aux Français des réformes. Encore une fois, il y a une conjonction. Le président de la République avait parlé d'alignement des astres. Je vous parlais de l'euro faible, etc. Si on ne fait pas aujourd'hui les vraies réformes, on a, je pense, moins d'1 an, 6 mois à 1 an pour le faire. Je vous assure, ces réformes, elles seront douloureuses pour les Français. Or, aujourd'hui, il peut y avoir un espoir. Beaucoup de pays avaient, par exemple l'Allemagne, avait pratiquement 10% de chômage il y a un peu plus de 15 ans. À quel prix? Mais écoutez, je pense qu'il vaut beaucoup mieux que les gens... Notre modèle social, nous voulons le garder. Et vous pensez que l'Allemagne... Oui, bien sûr, mais il n'y a pas de SMIC en Allemagne, il y a beaucoup de plus de précarité. Il y a désormais un SMIC, mais il vaut mieux que les gens travaillent plutôt qu'ils soient au chômage. Mais bien sûr. C'est une question de dignité. Cet aspect de responsabilité collective aussi dans le score du Front National, Didier Guillaume... Mais je vais vous dire une chose par rapport au Front National. Moi, c'est ce qui me soucie le plus. Et la campagne qu'a menée le Premier ministre, c'était pour essayer de cantonner le Front National le plus faiblement possible. Il en a fait la vedette. Il en a fait... Oui, d'accord. Je vais vous dire une chose. Nous, chaque fois qu'il y a eu un 2e tour, droite Front National, nous avons appelé explicitement à voter pour la droite. Vous ne l'avez pas fait. Parce que Nicolas Sarkozy veut faire le nini. Ça n'a pas été fait. 60 triangulaires où le PS est en 3e position et où le PS s'est maintenu. Oui, mais bien sûr. Voilà. Mais je vais vous dire pourquoi. Arrêtons l'hypocrisie. Pas du tout, c'est pas l'hypocrisie, je vais vous répondre très sérieusement. Parce que votre vision de la démocratie, c'est d'interdire les triangulaires. Alors que les triangulaires, elles existent. Nous nous sommes retirés quand il y avait un risque de Front National. Faites l'aveu. Non, nous nous sommes retirés quand il y avait un risque de Front National. Mais quand il n'y a pas eu de risque de Front National, nous nous sommes maintenus. Mais la grande différence, il ne faut pas détourner le sujet, c'est que nous appelons à faire barrage au Front National partout, tout le temps.
Et vous ne le faites pas parce que vous voulez le beurre et l'argent du beurre, une chance au grattage, une chance au tirage. Non. Vous prenez les voix des peut socialistes pour faire battre l'extrême droite, et vous voulez voir l'extrême droite pour battre les socialistes. Je pense que le Front républicain n'est pas le meilleur adversaire. Mais on a du une Front divergence national. de fond face à l'extrême C'est son droite. meilleur allié. Je pense que l'UMP et le centre doivent rester droit dans Ça ses bas. accrédite la théorie de Marine Le Pen de l'UMPS, c'est ce que vous dites, le Front Exactement. Je républicain? pense qu'il n'y a rien de pire que la confusion des gens. Il n'y a rien de pire que d'appeler à voter les impôts. Je pense que les électeurs, en plus, je vais vous dire, aujourd'hui, Didier Guillaume disait qu'il ne voulait pas faire de la politique de grand-papa. Je pense qu'aujourd'hui, les électeurs sont complètement réticents à recevoir de Paris et des appareils politiques des consignes. Eh bien, moi, je pense que notre consigne, en tout cas, l'encouragement que nous avons donné à nos électeurs, c'est de dire, voilà, nous nous opposons au Front National, jamais il n'y aura d'alliance, et nous le montrerons encore. Mais une nous le fois laissons élire. jeudi. Pas du tout. Et nous le combattons. Mais en même temps, nous ne pouvons pas voter pour les candidats du Parti socialiste parce que nous combattons leur politique quotidiennement. Et il faut pas... la démocratie. Vous évoquez jeudi ce qu'on appelle le troisième tour avec l'élection des présidents des conseils départementaux. Alors qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'il y a par exemple une sorte de confusion dans le Vaucluse. Est-ce que la droite et la gauche peuvent s'allier par exemple? L'un et l'autre ont été présidents de conseil général. Pour empêcher, eh bien ça n'est pas un scrutin. Alors évidemment, sur les 2 premiers tours, il suffit de la majorité relative. Il n'y aura pas de compromission. Si jamais un élu UMP s'avisait de faire une alliance, il serait dans la minute même exclu. Il n'y a pas ce risque pour jeudi, tout simplement parce que la règle de la majorité relative permet d'élire des présidents ou des présidentes de conseils départementaux. Il n'y a pas de majorité absolue. Il n'y a que 3 départements concernés. Et puis en plus, le Gard et le Vaucluse. Il n'y a pas ce problème. Franchement, quelle on est n'est la pas en position du 98 Parti pour les socialiste régionales. sur ce point et notamment sur le Vaucluse, puisqu'il y a une certaine confusion sur le Parti socialiste. Non, mais il n'y a pas de confusion. Les socialistes sont clairs. On fait barrage au Front National tout le temps en votant pour la droite. C'est la grande différence que nous avons avec l'UMP. Et pour le 3e tour de l'élection départementale, pour l'élection du président, le parti qui a la majorité relative doit avoir la présidence et doit gérer le département. Donc nous ne présentons pas de candidat face au parti qui a la majorité relative, c'est-à-dire l'UMP. Les choses sont claires. Voilà. Il faut la clarté. Je pense que ce que demandent nos électeurs, c'est la clarté. La gauche, c'est la gauche. Et nous, on est la droite et le centre. Simplement, ce que je veux dire, c'est que les électeurs qui ont voté Front National feraient bien de regarder le programme notamment du Front National, qui précipitera la France précisément dans le déclin. Si demain on remet la retraite à 60 ans, ça veut dire que les retraités auront moins de pension. Ça veut dire que les salariés devront cotiser plus. Si demain, brutalement, on met... Et pourtant, il ne faut pas faire peur. Je veux dire qu'il faut dénoncer, mais il faut dénoncer le programme du Front National. Locale, on sait que les élections régionales approchent également. Ce sera la prochaine échéance au mois de décembre. décembre. Mais les Français s'en rendront compte. Comment comptez-vous faire pour endiguer cette montée du Front National et ce maillage territorial? Et moi, je pense que aujourd'hui, les partis traditionnels, l'UMP comme le Parti socialiste, n'ont pas encore trouvé la solution. Il nous semble que, premièrement, nous, c'est l'opposition pleine et entière au Front National. Ce n'est pas un parti comme l'autre. C'est pour ça que quand Nicolas Sarkozy dit le nini, ça veut dire quelque part qu'un président de parti appelle à l'abstention au moment où il y a déjà trop d'abstention. C'est antidémocratique. Pour les élections régionales, mais comme pour la vie de tous les jours, il faut apporter des réponses quotidiennes aux Français. Mais il faut aussi parler franchement. Il y a un problème de racisme dans ce pays. Il y a un problème de déclassement. Il y a un problème d'impôts. Il y a un problème de sécurité. Et aussi bien la droite que la gauche ont échoué sur ces sujets pour faire comprendre cela aux électeurs du Front National, en rural comme en urbain. Donc il faut y aller. Bruno Retailleau, rapidement. Vous ne pouvez pas dire que, par exemple, les gens de la Drôme, qui en milieu rural ont voté pour le Front National, c'est parce qu'ils sont racistes. Vous ne pouvez pas dire ça, c'est pas possible. Il y a une souffrance dans les territoires qui se sentent abandonnés. Il y a sans doute des gens qui sont xénophobes. Je ne connais pas leur pourcentage. Mais je vois bien, moi, ces territoires qui ne se sentent plus représentés. C'est ce que je viens de dire, c'est ça, c'est le déclassement. Maintenant, écoutez, le Front National, il n'aura pas un département. Alors, arrêtons d'en parler. Le Front National, il est le sujet de toutes les émissions. Après, on s'étonne de vouloir monter. Heureusement, finalement, il a plutôt contre-performé. Il a plutôt contre-performé au 2e tour. Maintenant, c'est à nous de nous réinventer, d'avoir des programmes, des projets forts pour répondre aux attentes des Français. C'est la fin de ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. À 22h, Sonia Mabrouk. Très bonne soirée et à demain.